il est clair que quand on fait un musée maintenant, on va faire quelque chose d'assez extraordinaire pour faire parler de soi. On ne peut pas faire moins que les autres. Donc on est obligé de faire au moins aussi bien, et même un peu mieux, et donc de prendre un grand architecte, si possible un geste architectural, quelque chose qui va me marquer. J'ai vu des élus qui me disaient vous n'avez pas à dire si c'est bien ou pas bien. C'est le plus grand architecte. Du moment, regardez, il est dans tel catalogue, tel catalogue, tel catalogue. L'effet Bilbao, on est dans les années 80, 90. Le nord de l'Espagne est en crise, c'est une région industrielle qui est en train de fermer. Et avec les derniers sous qui leur restent, j'imagine, ils décident de créer une grande institution muséale qui devrait redorer le blason de Bilbao. Et quand même, ce qui est intéressant et qui annonce aussi ce que sera plus tard l'art aussi, il y avait de très grands artistes en Espagne, il y avait de très grands commissaires, de très grands architectes. Ils décident de confier la création de ce lieu-là au plus grand musée du monde à l'époque. Et donc, c'est la Fondation Guggenheim. Ils proposent à la Fondation Guggenheim de créer ce musée. Voilà. Donc, ils prennent un des plus grands architectes de l'époque et le musée est lancé. Et effectivement, c'est un succès. En France, on a quand même une histoire de culture, de politique culturelle forte. Hein. Depuis les années 80, on a des FRAC qui sont, on peut dire, des fois, quand on parle aux anglo-saxons des FRAC, ils nous rient à la figure. Ils nous disent, vous avez un service public de l'art contemporain. Ben oui, on a un service public de l'art contemporain, mais qui avait vraiment une mission, une vocation, c'était de rendre l'art moderne et contemporain, on peut dire, compatible avec la société. À l'origine, le ministère de la Culture, c'était Jacques Lang, a proposé à chaque région de créer une petite association qui avait un budget qui était financé à moitié par l'État, à moitié par la région, et qui achetait des œuvres créées dans les dernières années. Et d'autre part, une mission de démocratisation de l'art contemporain, c'est-à-dire de prendre les œuvres que les FRAC ont acquises et de les amener au plus près des publics. Les musées ont des bâtiments dans lesquels ils montrent leurs collections. Nous avons des bâtiments, mais on en parlera dans un instant. Mais nous avons pour caractère très, très distinctif dans le paysage français de prendre nos collections et de les amener dans des endroits où les autres ne vont pas. Et au fur et à mesure des années, ça veut dire qu'on a, chacun des FRAC a constitué une vraie collection. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 œuvres d'art dans tous les FRAC. Et les régions et l'État ont décidé de doter les FRAC de nouveaux bâtiments. Il faut, par rapport à cette nouvelle histoire, créer un signal pour la première fois. Signalise la collection. La collection, c'est l'utopie depuis les années 45. Et en fait, on est un intérêt de créer un signal qui donne une idée de cette collection. Mais ce n'est pas ni un texte, ni quelque chose évident. C'est quelque chose aussi abstrait. Et en fait, c'est ça un petit peu la problématique de le projet. On est très intéressé dans l'histoire de le site. Et l'histoire de le site, en fait, c'est deux bâtiments, deux différentes époques, avec leur propre géométrie qui convergent et qui confrontent et qui créent une condition. Et la condition, elle s'appelle la turbulence. Les trois quarts du FRAC sont installés dans des bâtiments existants. Donc comment gérer une relation entre quelque chose de très contemporain et de quelque chose qui était là depuis un ou deux siècles. Donc c'était plus, c'est ça c'était une particularité. On n'a pas transformé la façade du bâtiment actuel en intérieur parce qu'il devenait intérieur. On lui a laissé son statut de façade. Et donc vraiment, notre greffe, elle crée des espaces intermédiaires. Et c'est vraiment là que réside notre intervention.
Nous, on est là pour inciter une émotion, inciter une idée de qu'est-ce que c'est la création. Et la turbulence pour nous, on fait dans les conditions turbulentes, c'est un petit peu comme on est dans un process de création. On n'est pas dans un creative produit fini, on est dans un process. Donc, on est envie pour le visiteur, capter le visiteur dans ce process et dirige vers, comme disait Dominique, le bâtiment vers la collection. Et en fait, la chose intéressante là, on est encore extérieur de la collection. Et on est dans le cours. On n'est pas dans l'intérieur du bâtiment. Donc, on est vraiment dans une zone de transition. On pourrait se demander quel est le service demandé à l'architecture. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui demande de faire dans le cadre d'un musée. En fait, l'architecture va rendre compatible, on peut dire, un certain fonctionnement, une certaine disposition face à la modernité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la société va changer de regard sur la modernité. Là où elle considère, dans les années 70, à la fin des années 70, que Beaubourg est une raffinerie, eh ben aujourd'hui, elle considère que c'est plutôt beau, finalement, et que c'est plutôt chouette, et qu'on y va, et qu'on est content. Et je peux dire, voilà, ça, c'est la fonction, on peut dire, de l'architecture. C'est une architecture réussie, parce qu'elle a réussi à imposer ou à éduquer la société dans son ensemble, en lui disant que finalement, ces formes, eh ben ça, c'est moderne, et ça, c'est chouette. En fait, quand on a su qu'on allait pouvoir lancer ce projet, moi j'ai proposé qu'on intègre un artiste au projet. Ce qui n'est pas évident parce que, voilà, à cette échelle, c'est quasiment du non-vu. Mais c'est vrai que moi je suis toujours intéressé, quand c'est possible, de faire intervenir des artistes. Je trouve que, notamment quand on parle d'espace d'exposition, les premiers concernés, c'est les artistes. Donc, que les artistes soient présents, ça me semble assez pertinent et logique. C'était déjà une situation inédite que d'être associé à un architecte ou à des architectes pour la construction d'un bâtiment qui est pérenne. Et puis ça sortait un peu de la situation du 1%. Le 1%, c'est quand on rajoute une sorte de cerise artistique sur un gâteau architectural. Le principal questionnement, c'était comment faire un lieu qui puisse recevoir des expositions pour d'autres artistes et donc correspondre à des pratiques qui sont souvent assez éloignées de la mienne. Donc ouvrir un champ plutôt que de préciser des cases ou des fonctions trop déterminées. Donc c'est un bâtiment assez polyvalent. Je ne pense pas que la forme extérieure du musée doit forcément représenter ce qu'il y a dans la boîte. C'est plutôt un endroit où on va avoir une attention. Pour moi, c'est la lumière en premier, et les volumes. Et une sorte de page blanche tridimensionnelle qui est offerte, et une versatilité, une possibilité de s'adapter à des besoins différents. On a choisi le projet de Xavier Villon parce qu'il jouait sur... Enfin, il y avait beaucoup de cartes qu'il abattait qui étaient vraiment intéressantes. D'abord, c'était le seul qui avait ce côté très radical à l'intérieur de tout détruire pour tout reconstruire, pour justement arriver à quelque chose de très fonctionnel. Et puis, donc, il y avait ce principe de cette couverture extérieure qui partait d'une idée très simple et très juste, qui était de refléter ce qui était la plus belle part du parc, à savoir les arbres, enfin, la nature elle-même. Donc c'est à la fois quelque chose de très visible, voire presque clinquant d'une certaine manière, mais en même temps, c'est par moments, notamment quand il fait ce temps brouillardesque, ça se fond complètement dans le paysage. Donc il y a cette double idée que j'aimais beaucoup. J'ai pas mal cité le film Predator aussi, qui est fait avec des tout petits moyens, et donc où l'idée du film, c'est que le monstrueux intègre son environnement et disparaît de ce fait.
et qui se camoufle en adoptant exactement l'environnement. Et le côté réfléchissant m'intéressait, c'est un terme aussi intéressant dans son ambiguïté. Et il y a des différences très fortes suivant la météo. C'est un bâtiment presque fantôme. Le choix architectural, le fait qu'on aille chercher ces architectes, c'est une façon d'inscrire aussi l'architecture dans notre époque dans la mission du FRAC, dans la collection du FRAC. C'est-à-dire l'architecture, on peut dire, voilà, si le FRAC contient 1000 œuvres, le bâtiment est la 1001e œuvre de cette collection. Je pense qu'il y a différents types d'attitudes par rapport à une architecture. Ici, on a une petite expérience de différentes expositions, et notamment des expositions monographiques d'artistes. Et oui, certains se sont dit, je vais me confronter à l'architecture, parce que l'architecture leur lance un défi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le prennent. Évidemment, nous, en tant qu'utilisateurs, commissaires du bâtiment, on ne le prend pas de cette façon-là. On négocie, en fait, avec l'architecture autant qu'on le peut, toujours, cependant, avec l'arrière-pensée, d'offrir aux visiteurs la meilleure place pour l'art et ce que l'on montre. Parce que pour nous, l'architecture, ici, elle est au service de l'art. Quand je commence à travailler sur un musée d'art contemporain ou comme un lieu d'art contemporain, la question qui se pose, c'est comment permettre au public d'accéder à l'art contemporain et de ne pas être intimidé et d'avoir envie d'y aller. Donc, et ce n'est pas une question de rapport aux artistes, c'est une question de comment le public ne va pas avoir peur. Et je me dis qu'il faut le préparer, et c'est pour ça que dans les musées que je fais toujours des promenades, des parcours, du temps pour accéder aux salles d'exposition, parce qu'il faut le temps qu'on s'acclimate au lieu. Et quand on arrive dans le bâtiment, en fait, on va devoir d'abord emprunter ce pas d'âne qui est le long de la façade et qui donne un temps et une forme de pas particulière. On arrive dans le café et ensuite on va commencer à emprunter un autre pas d'âne qui n'est pas tout à fait à la même distance et ensuite une rampe lisse. Parce que c'était important pour moi de ne pas toujours mettre la même chose dans la façon de marcher, de déambuler sur les rampes. Il est important pour que les personnes qui sont là, même si on arrive en groupe, etc., comme tout d'un coup on se rend compte qu'on doit changer de système de marche, on se reconcentre sur soi-même et quelque part c'est soi-même qui allons vers l'œuvre d'art. Et on n'est plus avec les autres, on est seul pour aller voir les œuvres d'art. Et donc cette concentration sur soi-même était importante pour moi. On est dans la mise en condition pour pouvoir accéder à l'œuvre d'art. Parce que l'œuvre d'art contemporaine en particulier, pour le grand public, c'est compliqué. Parce que ça pose des questions, on se demande pourquoi, il n'y a pas de réponse. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est pas forcément aimable d'accès. Donc ce qui est important, c'est de se dire, on va leur donner un temps de réflexion, un temps d'avancement, un temps de parcours, pour pouvoir, une fois, arriver dans une salle et se faire... Et découvrir une salle qui a de l'ampleur, qui a de la place, etc. Et on voit des œuvres et on se dit, bon, ben alors voilà, je vais aller voir celle-là, celle-là. Mais pour être prêt, en fait. C'est pas religieux, mais il y a quelque chose de ça. Dans le cahier des charges du bâtiment, donc il y avait une surface d'exposition de 1000 m². Et notre idée, c'était que cette surface ne soit pas une et indivisible, que ce ne soit pas comme un grand plateau où tout serait donné d'emblée, mais bien en fait que ce soit une architecture et des salles d'exposition à découvrir, donc partitionnées et au cours d'une promenade,
Et je cite souvent un artiste qui nous avait donné cette idée, qui dit qu'une exposition, ça se regarde aussi avec les pieds. Et quand on quitte une salle, en fait, on a encore en mémoire et dans l'œil ce qu'on vient de voir, mais que le fait de se diriger vers l'autre salle nous projette mentalement vers cet inconnu qui arrive, tout en restant dans l'idée de l'autre. Mais ça n'est possible que parce qu'il y a un temps plus ou moins important de latence entre chacun des espaces. Ça se double ici de ce cheminement autour du puits de lumière qui est la colonne vertébrale du bâtiment. L'architecture, elle a du sens quand elle est capable de créer des dispositifs. Et elle est œuvre d'art dans la mesure où une œuvre d'art est un dispositif. C'est-à-dire un dispositif, c'est quelque chose qui est fait pour être utilisé, qui est fait pour fonctionner, pour être transformé, pour avoir aussi une valeur et être mis en valeur, mais aussi et surtout pour servir et pour être utilisé. Pour moi, c'est un statut d'outil un peu sophistiqué, mais c'était un outil. Autant quand je dessine une mairie ou un théâtre, j'aime bien avoir quelque chose qui s'affirme en tant qu'œuvre architecturale, autant là, face à d'autres artistes, j'aimais bien pouvoir leur laisser un outil. Ce à quoi j'ai pensé, c'est avoir une construction qui sache s'effacer devant les œuvres qu'on allait installer à l'intérieur ou même devant. C'est d'abord les œuvres qui allaient venir ici, qui devaient être vues en premier ou qui devaient être mises en valeur. L'architecture devait savoir être plus modeste et s'effacer. Ça ne veut pas dire de mauvaise qualité, ça ne veut pas dire sans intérêt, mais qu'on l'aperçoit en deuxième plan si on voulait bien la regarder. C'est intéressant quand les architectes s'intéressent vraiment aux artistes, je crois, et on voit bien même dans le cadre des 1%, des commandes publiques qui sont en lien avec une architecture. Souvent, c'est un comité qui se réunit et qui choisit, mais bien sûr, l'architecte participe à ce jury, mais qui choisit un artiste pour créer une œuvre. Je dirais que souvent, on voit bien qu'il y a des architectes qui sont un petit peu en décalage, finalement, qui ont déjà une idée de ce que devrait être l'œuvre d'art. Parfois, ils laissent assez peu de place, finalement, pour que des œuvres d'art puissent exister à l'intérieur de l'architecture. Donc, on cherche, en fait, souvent des parcours à l'extérieur, des cheminements pour que les artistes réalisent des œuvres fragmentées ou qui racontent une narration non linéaire. Il arrive que les architectes se fassent un peu trop plaisir, effectivement, où l'architecture devient une œuvre en soi, et que du coup, il soit très très difficile de présenter des œuvres comme on le souhaiterait, parce qu'elles n'ont pas leur place. À la limite, on pourrait imaginer que ces musées soient des musées vides et qu'on n'y vienne que pour admirer l'architecture, qui a une qualité incontestable. Je pense que la programmation a pu se développer, enfin en tout cas mon projet artistique a pu se développer grâce à ce bâtiment. Il est évident qu'avant, pendant ces 8 années où on n'avait pas de bâtiment, on faisait des expositions dans d'autres lieux, mais ça faisait cruellement défaut d'avoir une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf. Et donc ce bâtiment a permis de développer ce projet artistique. Pour les Bisontins, en l'occurrence, c'est un bâtiment qu'ils ont connu. Il me semble qu'effectivement, ça ancre ce bâtiment dans une histoire qui est une histoire industrielle, qui est aussi un peu l'histoire de cette ville. Et ça inscrit aussi, finalement, ce bâtiment dans le temps. Et je crois que la notion de temps, d'ailleurs, outre le fait que c'est vraiment la problématique sur laquelle nous, on travaille pour construire notre collection et nos projets, le temps est aussi une dimension très importante pour Ken Gokuma. Et là, c'est formidable parce que le temps, moi, j'avais proposé cette thématique
en 2005, et on choisit un architecte qui s'intéresse au temps. Et donc là, c'est comme une rencontre miraculeuse. D'un seul coup, tout s'emboîte merveilleusement. Donc les choses sont imbriquées à un moment donné, et il y a une symbiose qui s'opère. Finalement, nous aussi, à un moment donné, on sublime le bâtiment à travers nos actions, à travers nos propositions. Donc c'est un va-et-vient permanent. Il peut y avoir débat entre les conservateurs et les architectes. C'est-à-dire qu'effectivement, les architectes veulent mettre en évidence et en valeur l'ambiance générale autour des collections. Et les conservateurs, eux, ils veulent des mètres linéaires de murs pour mettre leurs panneaux, pour mettre leurs œuvres. Effectivement, si on peut faire des dédales, c'est bien, parce qu'on contrôle mieux le flux de population, les visiteurs, etc. C'est plus fluide, ça glisse mieux, etc. Donc pour un conservateur, effectivement, les gestes architecturaux les gênent. L'architecture, ce n'est pas des gestes artistiques, c'est le lieu et l'espace d'une négociation. Donc quand finalement vous avez un directeur de FRAC qui est quelqu'un de cultivé, puisqu'il a quand même, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des maîtres d'ouvrage. Donc quand vous avez quelqu'un de cultivé, vous savez ce qu'on dit, hein, une bonne architecture, c'est un bon architecte et une bonne maîtrise d'ouvrage. Donc si les FRAC dont on parle sont une réussite, c'est parce que vous aviez un bon architecte, mais vous aviez une bonne maîtrise d'ouvrage. Et dans la maîtrise d'ouvrage, il y avait le directeur du FRAC, il y avait le maire, il y avait les élus, mais que tout ça faisait un collectif cultivé, mais au sens comme on cultive son jardin. Et donc je pense que la réussite des FRAC vient d'une maîtrise d'ouvrage exigeante. Moi, je pense qu'une des réussites du projet, c'est que les espaces intérieurs sont vraiment hyper bien pensés et conçus, et qu'il y a une neutralité, une vraie sobriété qui est jouée et qui fait en sorte qu'une fois qu'on est à l'intérieur, les gens ne pensent plus au bâtiment. Et ça, c'est assez fort. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples où je suis très énervé, voilà, musée de Rome ou autre. On s'aperçoit que c'est impossible de montrer des œuvres, quoi, tout simplement. Donc c'est sûr qu'il n'y a que le bâtiment qui prime, et là, il y a un vrai problème. La boîte blanche est une notion qui apparaît, je dirais, plutôt avec les artistes du minimalisme américain. Ça a été théorisé à partir de ce moment-là. C'est vraiment l'idée de donner aux artistes, à l'œuvre, l'espace le plus neutre possible, avec le moins d'interférences avec l'architecture environnante, et notamment toute une architecture de musée héritée du 19e siècle, avec moulures, plafonds et autres cheminées. Donc l'idée, c'est la page blanche, en fait. La boîte blanche, c'est la page blanche. Et c'est vrai que nous, ici au FRAC, on en rêvait aussi, parce que nous sommes nomades par nature. Pendant 30 ans, nous avons travaillé dans des lieux autres, des lieux que nos partenaires nous offraient. Or, en Bretagne, il s'agit souvent de châteaux, de chapelles, et donc des architectures où l'œuvre a plus ou moins de mal à exister, en tout cas une architecture avec laquelle il faut composer. L'idée de la boîte blanche, c'est d'avoir le moins possible à composer. La lumière naturelle dans les salles d'exposition, ce n'est pas courant, mais c'est de plus en plus demandé. Parce que les commissaires et les artistes aiment la lumière du jour. Mais ils ne peuvent pas prendre n'importe quelle lumière du jour. Donc on ne peut pas avoir la lumière du sud, on ne peut pas avoir le soleil. Et moi, j'avais la chance d'avoir à la fois une façade nord et une façade est pour installer mes salles. Donc mes deux salles ont la lumière du jour au nord et à l'est. Et j'ai volontairement fait des grandes baies vitrées pour cadrer l'espace extérieur et l'amener à l'intérieur. Et dans la grande salle qui, elle, est plein sud, en fait, la lumière naturelle, elle arrive latéralement au plafond et elle est protégée parce qu'il y a le garde-corps qui remonte sur la terrasse au-dessus et qui empêche le soleil de rentrer. En matière de scénographie, ça m'a beaucoup intéressé, c'est
comment doit-on présenter des œuvres à l'intérieur d'un musée ou de grandes salles d'exposition avec une scénographie très personnelle, mais en même temps que l'on ne voit pas en entrant du premier coup. En regardant après, on se rend compte qu'elle est travaillée, que les choses sont mises en place, que l'espace est sculpté. Mais ce sont d'abord les œuvres qu'on doit voir et ce sont d'abord les œuvres qu'on doit mettre en valeur. Ça me semblait important de faire pénétrer d'une part la lumière à l'intérieur des parcours du personnel ou des visiteurs, qui est à la bibliothèque et à la salle de conférence, et puis toujours avoir quand même un petit clin d'œil ou une petite vue sur ces lieux qui sont quand même intéressants, sur cette clairière, sur ce paysage. Donc même dans la salle d'exposition, il y a une petite fenêtre protégée du soleil qui permet d'avoir un petit clin d'œil sur le paysage. Et ça devient presque une œuvre d'art dans l'espace d'exposition, qui peut être gênante pour certains artistes, pour certaines interventions. Mais on voit aussi, notamment dans ce cas ici, Arnold et Anka qui ont utilisé cette fenêtre, je dirais, pour créer cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'en fait, ils sont intervenus sur les plages du débarquement en Normandie et pour montrer justement qu'à un moment donné, la nature est complètement empreinte en fait de la main humaine, puisqu'ici, dans ce sable de Normandie, ils se sont aperçus qu'il y a 5% de métaux donc, qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est toujours dans ce dialogue intérieur-extérieur qu'ils ont souligné par cet élément. Donc ce rapport à la lumière, au paysage, je dirais quelque chose qui est souvent utilisé par les artistes. Nous sommes vraiment très particuliers. C'est vraiment l'identité du FRAC des Pays de la Loire, c'est d'avoir adossé sa politique d'acquisition à des résidences d'artistes, qu'on appelle les ateliers internationaux, donc des artistes qui séjournent pendant 2 mois, qui produisent des œuvres, ces œuvres sont exposées et certaines sont acquises. Ça représente quand même 20% de la collection du FRAC des Pays de la Loire d'œuvres produites avec l'aide de l'équipe du FRAC. Donc effectivement, on est complètement dans cette relation à l'architecture, au contexte, à l'environnement. Et je dirais que les œuvres font le lieu et le lieu certainement influe sur les œuvres. Donc on est dans cette problématique de relation avec l'architecture. Les espaces d'exposition me semblent quelque chose de peut-être de l'ordre d'une neutralité. Quoique, quand il y a de la brique, quand même, ça pose problème pour nous. On ne peut pas accrocher des œuvres. Si, on peut le faire de temps en temps, mais ça ne rentre pas dans les normes de présentation de l'art contemporain. On a quand même besoin d'un espace blanc qui permette aux œuvres de respirer. Voilà. Donc, l'architecture industrielle, je dirais qu'elle est très bien pour les volumes, peut-être moins bien pour pouvoir présenter des œuvres en 2 dimensions. Et là, on sent bien qu'on est obligé de remettre un panneau blanc, un mur blanc, etc. Ouais. Originellement, les FRAC n'avaient pas de lieu, elles n'avaient que des réserves. Donc, le fait d'être itinérant, qu'itinérance, ça pose très vite un problème parce qu'on a du mal à avoir une vraie visibilité. Les œuvres, on ne les voit pas beaucoup parce que un coup, c'est à Belfort, un coup, c'est, je ne sais pas moi, au fin fond du Jura. Donc, le public a l'impression que finalement, les œuvres ne circulent pas. Alors que le fait d'avoir un lieu à soi, ça permet d'avoir une activité en permanence et d'irriguer après sur l'ensemble de la région. Pour moi, c'était fondamental que le FRAC soit ancré dans la ville. On a pu voir d'autres équipements en périphérie. On voit bien comme c'est difficile de faire venir le public parce que ça demande un effort supplémentaire de prendre les transports en commun, de prendre sa voiture. On organise beaucoup d'événements culturels en soirée, en nocturne. Et le fait d'être en centre-ville, ça aide beaucoup pour justement avoir une audience importante. Au Moyen-Âge, il y avait la cathédrale qui se met au centre de la ville. C'est un chantier qui dure
3 siècles, 4 siècles, 5 siècles, et qui réorganise toute la ville autour. Et on voit la cathédrale depuis la ville, les chapiteaux dépassent largement la ville, et on la voit depuis très loin, etc. Après, à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle, c'est la gare qui réorganise parce que c'est l'ouverture sur l'extérieur, etc. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit bien que le musée devient ce nouveau lieu un peu sacré qui réorganise la ville. Quand on veut relancer un quartier, réhabiliter un quartier, réorganiser une région depuis Bilbao, etc., on crée cette grande institution qui va incarner la modernité, mais aussi la culture, mais aussi le temps qui s'arrête. Je trouve que c'est important aussi par rapport... On peut faire un centre commercial, mais voilà, c'est pas un centre commercial. C'est un lieu où tout d'un coup, les gens s'arrêtent, prennent le temps, viennent autour d'œuvres éternelles, qui seront éternelles. On est d'accord, pas d'accord, on les aime, on les aime pas, elles sont là, elles resteront. On veut quand même marquer l'espace dans lequel on va s'installer, le rendre repérable. Bon, ça me semble être légitime. Et je dirais que les FRAC le feront avec d'autant de... Ils sont d'autant plus soumis à l'obligation de le faire qu'ils sont pris dans un... ils sont à l'ombre quand même des grands musées internationaux et qu'à partir du moment où ils ont décidé de jouer ce jeu-là, voilà, ils sont aussi, eux, une copie de ces grands musées-là, quoi. Il faut faire des efforts pour afficher un certain clinquant ou que le maître d'ouvrage ait eu l'impression d'en avoir pour son argent et que les visiteurs pâment d'admiration. Ça, c'est le problème de l'architecture française en général, d'une manière générale. Mais ça devient inconvenant, je trouve, particulièrement pour un FRAC, oui. Ou pour un musée, d'ailleurs, quel qu'il soit. Moi, je pense qu'un effet signal est quand même toujours très, très bénéfique. Après, il faut que ça soit bien fait, et que ça soit intelligent, et que ça soit pas traumatisant. Mais je crois que les bons architectes sont ceux qui savent affirmer la création, et il est logique qu'un musée d'art contemporain affirme le fait qu'il est là pour aller vers la création contemporaine, sans pour autant être des objets traumatisants. Donc effectivement, qu'il y ait une puissance d'appel, une esthétique désirable, on peut dire, me semble tout à fait défendable et même très légitime. Enfin. Moi, c'est la chose fondamentale, surtout un signal de modernité dans la région française. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup un bâtiment qui interroge, qui dérange souvent, parce que c'est une architecture qui est très nouvelle. Et donc, je crois que ça correspond à la mission des FRAC, qui est de l'art contemporain, qui est de faire en sorte que les gens s'interrogent sur leur environnement, sur le monde très compliqué dans lequel nous vivons, et essaient, à travers cette interrogation, de mieux le comprendre. De toute façon, il ne faut pas se cacher que la communication est très importante. donc, évidemment, quand on se dit qu'on va mettre en place un projet comme celui-là, on se dit que on va parler de nous, que du coup, ça fera peut-être pas les gros titres, mais qu'on va s'y intéresser de près et qu'on va être repéré à la fois par la presse et par le public, mais en même temps pour le meilleur, parce que si au final, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de visiteurs qui découvrent le lieu, évidemment, lui-même, mais ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir les expositions et les œuvres d'art, c'est pas plus mal. Donc, c'est pas un a priori se dire on va faire un projet pour qu'il y ait de une communication forte, c'est voir le projet qu'on a sélectionné, en l'occurrence, et se dire qu'effectivement, avec ce projet, on va pouvoir communiquer, on a un élément très fort pour pouvoir communiquer auprès du plus grand nombre et faire en sorte que le public soit présent. Je pense qu'il était important pour les élus d'avoir un grand nom de l'architecture. C'était aussi... les élus aiment bien faire leur pyramide, ça remonte à très longtemps. Donc oui, ça, je pense que c'était une question importante. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a ce côté spectaculaire de l'architecture qui prime. Qu'effectivement, ça peut être un atout en termes de fréquentation touristique. On voit bien d'ailleurs que souvent maintenant on met dans les mêmes cases le tourisme et la culture. Donc l'enjeu est économique, bien évidemment.
Ceci dit, je pense que plus on fait des bâtiments impressionnants, plus on fait des bâtiments spectaculaires, moins peut-être on touche les publics qu'on voudrait toucher. Parce que d'une part, ça peut faire peur, un bâtiment spectaculaire. Et d'autre part, quand il s'agit d'art contemporain, c'est bien aussi de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent rentrer dans un bâtiment, qu'ils ne rentrent pas dans le temple de la culture ou dans le temple du tourisme culturel. Donc, c'est à double tranchant. Oui, on peut avoir de la fréquentation pour le bâtiment, mais généralement, c'est plutôt les premières années. Et après, on sent que la fréquentation chute jusqu'à trouver son équilibre normal, à savoir les gens qui vont venir voir de l'art. On arrive à fidéliser des publics, à en développer d'autres. Mais c'est difficile de retrouver les chiffres de la première année où effectivement c'est l'aspect spectaculaire qui aura primé. L'architecture est toujours l'expression d'un pouvoir, nécessairement. Mais disons-le clairement, la démocratie est une forme de pouvoir, est une forme d'exercice du pouvoir. Donc ces FRAC sont l'expression d'une certaine modalité d'exercice du pouvoir qu'on appelle la démocratie. Saint-Pierre de Rome, c'est une architecture exceptionnelle qui symbolise un mode d'exercice du pouvoir, qui est celui de la religion, du pape, etc. Donc oui, bien sûr, c'est une architecture qui symbolise un pouvoir, et un pouvoir qui se trouve être démocratique et orienté vers la question du partage. Moi, je pense que c'est pas démagogique de le dire, et je pense que c'est important de le répéter, parce parfois on peut l'oublier un peu trop facilement. Enfin, c'est aisé de l'oublier, alors que c'est quand même des enjeux forts. Si ce n'est pas ce pouvoir qui s'exprime, ce sera lequel ? Ce sera celui, par exemple, de la Fondation Pinault, qui décide de s'installer au début sur l'île Seguin. Tout le monde fait des pieds et des mains pour ce nouveau musée qui va venir s'installer sur l'île Seguin. Et finalement, hop, non, retournement de situation. Le souverain a décidé que ça allait partir à Venise, ça part à Venise et on n'a pas de musée. Et 10 ans plus tard, il revient. Voilà, c'est-à-dire le pouvoir, ça peut être aussi le pouvoir arbitraire du mécène qui décide, qui veut, qui choisit, qui privilégie ses artistes, qui va faire venir, par exemple, des artistes sur lesquels il a envie de spéculer un tout petit peu. C'est très compliqué. Moi, je préfère finalement le pouvoir un peu, certes, peut-être un peu abusif, mais on peut dire démocratique, que l'arbitraire du mécène, finalement, qui choisit, qui décide, qui s'invente des missions aussi. Dans tous les cas, les régions, avec l'État, ont suscité des candidatures pour des concours, naturellement, et les plus grands architectes ont répondu. C'était extraordinaire. Moi, j'étais dans le jury du FRAC qui a décidé de l'architecte du FRAC Aquitaine. Nous étions totalement désemparés, parce que nous avions tous les plus grands architectes du monde. Et nous disions, on ne peut pas rayer Rem Koolhaas ou tel ou tel ou tel, etc. C'est très impressionnant, ce genre de choses. Vous dites, comment est-ce que j'ai le culot de n'en choisir que 4 qui feront le projet ? Ça prouve que c'était pour chacun de ces architectes un vrai défi. Ça prouve aussi quelque chose, c'est que, comme on le disait, les FRAC ont une mission nationale qui est la même partout, soutien à la création contemporaine, démocratisation de l'art, mais qui la décline de manière complètement différente dans chaque région. Et que la diversité de ces bâtiments est le témoignage le plus important de la diversité française, de la diversité des situations qu'à Marseille, on ne fait pas la même chose qu'à Besançon ou à Lille, et que donc c'est très intéressant que des architectes expriment cette diversité. FRAC Marseille is a kind of the vertical translation of the Mediterranean's active street. Usually the museum is a simple box, but what I did for that museum is creating the spiral. I tried to translate that street to the three-dimensional version. The spiral street
is covered by the very soft skin. So I also want to avoid the solid wall, because the solid wall is enclose the building, and it is not good for the contemporary art. So I think contemporary art, the continuity to the street, continuity to the city is very important. And for the facade, we choose the kind of transparent material. And also the angles as we fix the glass is a little bit varied. And because of that angle, so we can get a special effect of reflection. The beauty of that place is natural light. The natural light of Mediterranean, as a special glass, emphasizes the beauty of natural light in Marseille. And that can fit the program at that project. I believe the art of the 21st century should be open to the place, open to the city. And then the idea of the flag is the good example of that kind of open attitude. Il est clair que depuis les années 70, vous avez en permanence une problématique qui est celle de faire du musée un espace ouvert, social, populaire, et donc du coup pas trop institutionnel. Et puis d'un autre côté, un mouvement naturel qui est que malgré tout, chaque institution s'institutionnalise de plus en plus. C'est ce qui s'est passé avec les FRAC, c'est ce qui s'est passé avec le Centre Pompidou, c'est ce qui s'est passé avec les maisons de la culture d'André Malraux, si on remonte aux années 50. On disait, moi j'avais un prof à l'école, il disait le musée c'est un lieu de bourgeois. Voilà. C'est pas faux en même temps. C'est pas faux. C'est fait par les bourgeois, c'est visité par les bourgeois. Mais en même temps, il y a toujours cette tension forte et cette conscience de justement chercher à démocratiser l'art et l'art contemporain en particulier. Et je pense que les FRAC, quand bien même le projet politique des FRAC a subi une forme d'institutionnalisation, je pense que cependant, ça bénéficie à la diffusion de l'art dans les quartiers, vers des populations qui ne sont pas forcément touchées. Le fait de faire appel à des grands architectes internationaux, c'est effectivement un signal aussi que les FRAC envoient à un public, pas forcément très amateur d'art contemporain, mais l'architecture, on le sait, fait signal dans la ville. Il y a aujourd'hui une véritable émulation entre les grandes villes, autour de grands noms d'architecture. Chacun a maintenant compris que c'était important, la qualité de l'urbanisme, les gestes architecturaux forts qui signalent une ville, qui font de cette ville quelque chose de remarquable, cette ville ou cette région. Et donc, c'est dans ce sens-là aussi que les régions et le ministère de la Culture, à travers ces chantiers de nouveaux FRAC, ont fait appel à des architectes internationaux. L'idée, c'est effectivement d'attirer un public qui peut-être ne serait pas venu spécifiquement pour l'art, mais qui vient pour cette, je dirais, union de l'art et de l'architecture. Il y a l'idée, dans l'hypermodernité dans laquelle nous sommes, que les gens veulent vivre des expériences d'exception. Et donc, aller dans un musée, c'est vivre une expérience d'exception. Certains préfèrent sauter à l'élastique, mais d'autres disent, voilà, on va faire cette visite. Et donc, on y a pensé, on l'a préparé, on y va avec les enfants, on y va avec le couple, en couple, on y va entre amis. C'est quand même, ça va marquer un séjour dans une ville, un voyage, etc. Alors peut-être que les gens n'ont même pas besoin de ce moment-là de rentrer et qu'il suffit d'être sur le lieu à un moment donné. Les gens voient plus de la Tour Eiffel et peut-être qu'ils ne montent pas au sommet, mais ils ont été à la Tour Eiffel quand même. Donc là, ils peuvent dire qu'ils ont été au musée et qu'ils ne sont même pas rentrés, sans même être rentrés dedans. C'est possible, oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, quand vous regardez
les pratiques culturelles des Français, le ministère de la Culture fait des études sur le sujet, vous apercevez qu'il y a, quand on pose la question à un Français, avez-vous été dans une exposition l'année dernière ou êtes-vous rentré dans un musée, il n'y en a que 34 ou 35% qui disent oui. Si on veut attirer un nouveau public, il faut qu'on trouve les ressorts de l'attraction pour ces nouveaux publics. L'architecture, c'est un atout supplémentaire. Donc pour nous, c'est un effet de levier qui fait que quand on a un beau bâtiment qui interroge, qui séduit, qui crée des émotions, ça attire du monde, donc c'est extraordinairement positif. Le deuxième aspect, c'est que cet aspect positif, il ne faut surtout pas s'en contenter, c'est-à-dire qu'il faut que le public se dise « j'ai envie d'ouvrir la porte ». Parce que quelquefois, un beau bâtiment, ça peut aussi impressionner. On dit « oh là là, je ne vais pas franchir ce portail ». Bon. Et là, c'est à chacun des FRAC d'avoir une espèce une action avec beaucoup d'autres partenaires dans toute une métropole, dans toute une région, pour faire en sorte que ça soit un lieu attractif, dans lequel on a envie d'aller, où il se passe quelque chose qui bouge. Il ne s'agit pas de déménager dans un nouveau bâtiment, il faut que ça déménage. Il y a en effet un public qui va au musée, mais il y a tout un public qui ne va pas au musée. Et je pense que nous, notre travail d'architecte, c'est aussi de mener la personne qui ne pensait pas aller au musée, mais elle passe par le musée. Et en passant par le musée, tiens, elle voit une exposition. Et peut-être qu'elle va voir l'exposition. Et ça, pour nous, je pense que notre travail d'architecte, d'urbaniste, il est extrêmement important là. C'est que le musée, c'est pas quelque chose qui est fermé et qui est destiné à certaines personnes qui connaissent déjà ce qu'ils veulent voir, mais c'est justement d'accueillir le plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup dans notre projet. Le public de ce bâtiment, c'est des gens qui viennent visiter le parc et qui ne sont pas forcément un public spécialement attaché à l'art contemporain. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ce n'est pas un sanctuaire. C'est-à-dire que même si ça ressemble à une forme de boîte pour moi, enfin, il y a un côté préservé. Cette protection n'est pas une limitation pour l'extérieur et on peut rentrer dans ce bâtiment de manière assez naturelle. Ce n'est pas un bâtiment intimidant ou démonstratif, même on a toujours voulu garder un certain panache et une certaine audace dans le projet. D'un point de vue un peu conceptuel, l'architecte comme l'artiste sont des créateurs qui produisent des formes qui signifient la société contemporaine. Et d'ailleurs, l'art contemporain est allé vers les questions d'espace, très fortement. Très, très fortement. Vous avez des grandes commandes de sculptures monumentales. L'art contemporain est très fortement allé vers ces questions d'espace. Mais l'architecture et l'architecte est fondamentalement un art hybride. Donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de croisement entre différentes contraintes. C'est-à-dire que si on pense l'architecture comme un objet, je veux dire isolé, en lui-même, pour lui-même, en soi, là, non seulement on ne répond plus aux besoins de l'architecture, mais en plus on dépossède l'architecture et l'architecte de son rôle social. La culture, c'est faire du commun. Et les FRAC, c'est aussi des machines à faire du commun. Alors peut-être qu'elles n'ont pas marché autant qu'on l'aurait voulu. Peut-être que le succès qu'on a attendu dans les années 80, ce qu'on attendait, ce qu'on espérait des FRAC, ce qu'on espérait, on peut dire, de la politique culturelle, du grand son en avant qu'on a fait à cette époque-là, même avec Malraux, peut-être qu'on ne l'a pas trouvé, peut-être que la société n'a pas suivi. Mais on peut dire c'est un verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et l'architecture, dans la mesure où elle parvient à raconter des choses ou à faire sentir des choses assez fines, assez subtiles, assez bien, elle construit du commun aussi.
demande à exploser. En fait. Avant, on était plutôt dans une démarche de prospection. On allait vers nos partenaires, on leur demandait s'ils étaient intéressés par un projet, une exposition, s'ils voulaient bien nous accueillir. Aujourd'hui, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on nous invite, on nous demande de venir. Et je pense que le bâtiment a contribué à ça. C'est-à-dire qu'on sait on voit qu'on existe, on sait ce qu'on fait, on comprend les axes de la collection. Et du coup, même sur le plan pédagogique, les gens comprennent ce qu'est un FRAC maintenant. Nous, on est le reflet de la création d'aujourd'hui, la création de l'expérimentation. Voilà, on a une vocation de prospection, on prend des risques parfois dans les acquisitions, alors qu'un musée va plutôt conserver un patrimoine déjà reconnu. Voilà. Alors, si les FRAC restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils de prospection et voilà, créer des collections qui seront le patrimoine de demain, il faudra que nos œuvres, petit à petit, entrent dans les musées. Le risque, c'est que si on conservait ces collections qui bien sûr, enflent, grossissent d'année en année, on s'en transforme nous-mêmes en musée. Donc, c'est évidemment la chose qu'il faut, à mon sens, éviter. Et que nous, on puisse continuer à remplir nos missions de découvreurs, en quelque sorte.